Le matin où le testament de ma grand-mère a été lu, je suis reparti avec une vieille maison en ruine dont personne d'autre ne voulait. 4 mois plus tard, mon téléphone a sonné à 22 heures. C'était l'entrepreneur qui supervisait la rénovation. Il a prononcé ces mots qui ont tout changé: « Madame, nous avons trouvé quelque chose dans le mur. » Quand je suis arrivé à la maison, les gyrophares de la police balayaient déjà l'allée. Des agents se tenaient près de l'entrée pendant que les ouvriers attendaient sur le porche, et dans le salon, tiré de derrière un faux mur caché, se trouvait une boîte en acier. Mes initiales étaient gravées sur le couvercle. Ce qui se trouvait à l'intérieur de cette boîte n'a pas seulement prouvé que ma famille avait tort, cela a prouvé qu'ils étaient des criminels. Mais je m'égare. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si des histoires comme celle-ci résonnent vraiment en vous. Et n'hésitez pas à indiquer votre emplacement et leur local dans les commentaires. J'adore toujours voir d'où les gens écoutent. Mon nom est Rowana Rose. J'ai 28 ans, et voici l'histoire de la pire trahison que ma famille ait jamais commise contre moi et comment ma défunte grand-mère s'est assurée qu'il finirait par en répondre. Pour expliquer comment tout s'est déroulé, je dois vous ramener au dîner du dimanche de septembre dernier. J'étais assise à l'autre bout de la table, le plus près de la cuisine, assez près pour ramasser les assiettes après. Chaque dimanche à 18 heures précises, la famille Rose se réunit pour le dîner. Ce n'est pas exactement une invitation, c'est plutôt une convocation. Notre maison se trouve dans le comté de Westchester, à New York, une grande demeure coloniale avec des colonnes blanches, des volets noirs et une pelouse parfaitement tondue. De l'extérieur, on dirait une image de magazine, un portrait de famille parfait. Mais à l'intérieur, l'atmosphère ressemble toujours plus à celle d'un tribunal où le verdict a déjà été décidé avant même que quiconque ne parle. Mon père, Victor Rose, siège en bout de table. Ma mère, Monica Rose, prend la place à sa droite. Ma sœur aînée, Vanessa, s'assoit à sa gauche, et je m'assois à l'autre extrémité, près de la cuisine. Ce soir, ma mère a l'air particulièrement satisfaite d'elle-même. Vanessa vient d'être promue directrice de compte principal dans sa firme de marketing. Elle pose son verre de vin sur la table comme si elle y déposait un trophée. Mon père acquiesce lentement, avec l'expression fière d'un homme convaincu d'avoir bâti tout cela lui-même. C'est le bureau de Boston, demande-t-il. Responsable régional, répond Vanessa. Elle ne prend pas la peine de sourire. Elle n'en a pas besoin, toute la pièce sourit déjà pour elle. J'attends une petite pause dans la conversation. Cette semaine, j'ai aidé une famille à trouver un logement permanent, dis-je prudemment. Une mère célibataire et ses 2 enfants. Ils vivaient dans un refuge depuis. C'est gentil, ma chérie, interrompt ma mère sans même me jeter un regard. Puis elle se tourne de nouveau vers Vanessa. Parle à ton père du comte de Boston. Et juste comme ça, la conversation passe à autre chose. Je baisse les yeux et coupe mon poulet en silence. Après le dîner, c'est moi qui me tiens devant l'évier pour faire la vaisselle pendant que tous les autres disparaissent. Vanessa part sans dire au revoir. Mes parents se retirent au salon. Personne ne me demande de rester. Sur le trajet du retour, mon téléphone vibre avec un message vocal. C'est ma grand-mère, Eleanor Whittaker. Sa voix est chaleureuse, calme et posée. Rowana, j'ai fait ton gâteau au citron aujourd'hui. Viens le chercher avant que ta mère ne le fasse. Elle appelle chaque semaine. Elle se souvient de ma recette préférée. Elle prend des nouvelles de mon travail à l'organisation à but non lucratif. Elle m'écoute quand je parle de mes clients ou de mes mauvaises journées. Une fois, elle m'a dit quelque chose que je n'avais pas compris sur le moment. Nous étions assises sur le porche de sa vieille maison à Cold Spring, l'endroit où elle avait grandi. Elle était vide depuis des années. Plus personne dans la famille ne la visitait. Elle regardait les murs comme s'ils tenaient une conversation secrète. Puis elle a dit doucement, « Il y a des choses cachées dans cette maison, Rowana. Le moment venu, tu comprendras. » À l'époque, je pensais qu'elle parlait de souvenirs. Elle a dit cela 3 mois avant de mourir. Maintenant, je sais qu'elle voulait dire quelque chose de très différent. L'appel est arrivé un mardi matin à 2h07 du matin. Une infirmière de l'hôpital de White Plains a parlé avec le ton prudent et exercé que les hôpitaux utilisent pour les terribles nouvelles. « Madame Rose, je vous appelle au sujet de votre grand-mère, Eleanor Whittaker. Elle est décédée dans son sommeil il y a environ 1 heure. Je suis vraiment désolé.
Je ne me souviens pas avoir raccroché. Ce dont je me souviens, ce sont mes chaussures, je les ai mises au mauvais pied et je ne l'ai même pas remarqué avant d'être déjà à mi-chemin sur l'autoroute. 40 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking de l'hôpital. 2 voitures étaient déjà là, l'Audi noir de mon père et une berline argentée que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur de l'hôpital, je m'attendais à trouver ma famille au chevet de ma grand-mère. Au lieu de cela, je les ai trouvés debout dans le couloir, mon père, ma mère et un homme en costume gris que je n'avais jamais vu auparavant. Ils formaient un cercle serré près des distributeurs automatiques. L'homme tenait un dossier en cuir. Mon père hochait la tête. Vanessa était appuyée contre le mur à quelques mètres de là, faisant défiler son téléphone. Ses yeux étaient complètement secs. Personne ne remarque même que je passe devant eux. J'entre seul dans la chambre. Ma grand-mère, Eleanor Whittaker, repose tranquillement dans le lit d'hôpital, les mains soigneusement croisées sur sa poitrine. Le moniteur à côté d'elle a déjà été éteint. La pièce est silencieuse, mais pas de ce silence vide. On dirait qu'il est habité, comme si elle venait de finir de parler et attendait que quelqu'un s'assoie pour l'écouter. À son poignet, elle porte encore le bracelet en argent mince, terni et simple. Elle a porté ce bracelet chaque jour pendant plus de 40 ans. Je me suis penché et j'ai doucement refermé ma main dessus. Pendant un moment, je suis resté là, à le tenir. Quand je retourne dans le couloir, mon père, Victor Rose, boutonne déjà son manteau. Nous devons discuter de la succession, dit-il d'un ton sec. Bientôt. Pas de main sur mon épaule. Pas de « est-ce que ça va ?» Ma mère, Monica Rose, ajuste son écharpe avec une impatience silencieuse. Ta grand-mère était très vieille, Rowena. C'était son heure, dit-elle. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment maintenant. Mes yeux dérivent vers l'homme en costume gris qui se tient à côté d'eux. Il évite de me regarder. Je me tourne vers l'infirmière. Puis-je garder le bracelet, demandai-je doucement. Elle acquiesce. Ma mère y jette un coup d'œil. Ce n'est que de la pacotille, dit Monica avec mépris. Prends-le si tu veux. Je glisse le bracelet dans la poche de mon manteau et garde ma main pressée dessus pendant tout le trajet du retour. Il est encore chaud, comme si elle venait de l'enlever. Plus tard, j'apprendrai que l'homme en costume gris était un avocat nommé Samuel Pierce, un homme que ma grand-mère n'avait jamais engagé. Un homme qui était apparu à l'hôpital à 3 heures du matin, avant même que la majeure partie de la famille n'ait été prévenue. Mais je ne savais rien de tout cela. Pas cette nuit-là. Cette nuit-là, je suis simplement rentré chez moi avec le bracelet dans ma poche. Les funérailles ont lieu à l'église Saint-Mathieu de White Plain. Plus de 80 personnes sont présentes. Ma grand-mère était le genre de femme qui se souvenait du nom de vos enfants et de l'anniversaire de votre chien. Les gens l'aimaient sans effort. Mon père prononce l'éloge funèbre. Il se tient à l'avant de l'église dans un costume bleu marine, sa voix est calme et contrôlée. Ma belle-mère était le fondement de cette famille, dit-il. Elle croyait en la loyauté. Elle croyait en l'héritage. Il marque une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Et nous l'honorons en restant unis. Je suis assise au 2e rang et je compte silencieusement les mensonges. Au cours des 2 dernières années de sa vie, Victor a rendu visite à ma grand-mère exactement 2 fois. Les 2 visites ont duré moins d'1 heure. Après le service, les gens se rassemblent à l'extérieur dans la cour de l'église. Je me tiens à la limite de la foule, tenant une tasse de café que je ne bois jamais. Les gens me serrent poliment la main, mais la plupart dérivent rapidement vers ma mère, qui se tient près de l'entrée, recevant les condoléances comme un diplomate lors d'un événement officiel. Puis quelqu'un touche doucement mon coude. Je me tourne. C'est Béatrice Langford, 80 ans, la plus proche amie de ma grand-mère depuis plus de 5 décennies. Elle m'emmène à l'écart près d'elle et baisse la voix. Ta grand-mère parlait de toi constamment, Rowena. Chaque semaine. Ses yeux sont rouges d'avoir pleuré, mais ils sont vifs. Elle était inquiète, dit Béatrice doucement. Elle m'a dit qu'elle avait pris des précautions. Des précautions pourquoi, demandai-je. Béatrice ouvre la bouche, puis la referme. Ma mère marche vers nous avec un large sourire exercé. Béatrice, merci beaucoup d'être venue, dit Monica chaleureusement. Elle serre Béatrice dans ses bras pendant une durée exactement suffisante pour que quelqu'un puisse prendre une photo. Nous sommes tous en deuil ensemble.
Béatrice recule. Avant de s'éloigner, elle me lance un dernier regard. Le genre de regard qui dit « pas ici, pas maintenant, mais bientôt ». Le soir même, Vanessa publie une photo des funérailles sur Instagram. Elle se tient à côté des fleurs du cercueil, la tête légèrement inclinée, les yeux doux et posés. La légende dit « repose en paix, mamie. Nous avons été bénis d'être ta famille ». Elle ne m'identifie pas. Elle ne l'a jamais fait. Plus tard cette nuit-là, je suis assise seule dans mon appartement, regardant le bracelet en argent sur ma table de chevet. Des précautions. Quel genre de précautions prend quelqu'un quand il a peur de sa propre famille? 3 semaines plus tard, nous sommes convoqués au bureau de Samuel Pierce, avocat. C'est un nom dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à la nuit où ma grand-mère est morte, et maintenant, il détient apparemment l'autorité sur tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Son bureau à White Plain semble froid dès que nous y entrons. Des murs beiges, une table de conférence bien trop longue pour 5 personnes. Mon père est assis à une extrémité, les jambes croisées, les mains jointes avec assurance. Ma mère est assise à côté de lui, parfaitement droite. Vanessa est assise en face de moi, faisant défiler son téléphone. Pierce ouvre un dossier en cuir et commence à lire sans lever les yeux. À Victor Rose et Monica Rose, la gestion du Whittaker Family Trust, évaluée à environ 2,4 millions de dollars, incluant le contrôle de tous les actifs liquides et des comptes d'investissement. Mon père fait un signe de tête satisfait. Pierce continue, à Vanessa Rose, la résidence principale à Scarsdale ainsi que le portefeuille d'investissement associé. Vanessa lève à peine les yeux. Puis Pierce lit la dernière ligne, à Rowena Rose, la propriété située au 14 Birch Hollow Road, Cold Spring, New York. J'attends. Il doit y avoir plus. Il n'y a rien d'autre. Birch Hollow Road est la maison d'enfance de ma grand-mère, une maison qui a été abandonnée pendant plus de 10 ans. Le toit fuit. Les murs se fissurent. Il y a 2 ans, le comté a condamné le système électrique. Tout le monde autour de cette table sait exactement de quel genre de maison il s'agit. Mon père se tourne lentement vers moi. Son visage est soigneusement neutre, l'expression d'un homme qui a répété ce moment il y a longtemps. Ta grand-mère comprenait tes limites, Rowena, dit-il calmement. Elle t'a donné ce que tu pouvais gérer. Ma mère croise ses mains. Au moins, tu as un toit, ajoute-t-elle. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Vanessa ne lève même pas les yeux de son téléphone. Je fixe Samuel Pierce. Ma grand-mère m'a dit qu'elle prendrait soin de moi, dis-je doucement. Elle me l'a dit en face. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Mon père se penche légèrement en avant. Es-tu en train de traiter ta grand-mère décédée de menteuse? La pièce devient totalement silencieuse. Pierce ferme le dossier. Je me lève. Je prends mon manteau et je sors sans en regarder aucun. Dans le parking couvert, je reste assise dans ma voiture pendant 11 minutes avant même de pouvoir démarrer le moteur. Mes mains ne s'arrêtent pas de trembler. J'appuie fermement mes mains contre le volant jusqu'à ce que les tremblements s'estompent enfin. C'est alors que quelque chose attire mon attention, l'adresse, 14 Birch Hollow Road, Cold Spring. La même maison, le même Porsche, les mêmes murs que ma grand-mère regardait autrefois quand elle m'a dit « Il y a des choses cachées dans cette maison, Rowena. Le moment venu, tu comprendras. » Je tourne la clé dans le contact et je commence à conduire. La maison au 14 Birch Hollow Road ressemble à quelqu'un qui a mené une longue bataille contre le temps et a perdu. Je me gare sur l'accotement de gravier et reste dans la voiture pendant 1 minute entière, à la regarder. La vieille structure victorienne tient toujours debout, mais de justesse. Le porche enveloppant s'affaisse d'un côté. 3 des fenêtres de devant sont cassées. Les gouttières pendent de travers comme des dents déchaussées. Les mauvaises herbes ont envahi le jardin, m'arrivant presque à la taille. De l'autre côté de la rue, un voisin tire brièvement un rideau pour m'observer. Un moment plus tard, le rideau se referme. Je monte les marches et pousse la porte d'entrée. Elle gémit bruyamment, mais s'ouvre. À l'intérieur, il n'y a que de la poussière, de la moisissure et du silence. Certaines planches du sol semblent molles sous mes pieds, affaiblies par des années de pluie s'infiltrant par le toit. La moitié des barreaux de la rampe d'escalier manque. Quelque part au-dessus de moi, un oiseau a construit un nid dans le plafond. Puis je remarque quelque chose dans la cuisine. Sur le mur, derrière une couche de crasse,
est accrochée une photographie encadrée. Elle est petite et décolorée. Sur la photo, une jeune femme se tient devant cette même maison en tenant un bébé dans ses bras. Le jardin derrière elle est propre. Le porche est fraîchement peint en blanc. Elle sourit. Je retourne le cadre. Écrit au dos avec une encre affaiblie par le temps, se trouvent quelques mots simples, pour ma Rowana, la maison se souvient. Ma grand-mère a écrit cela. Je pose la photo soigneusement sur le comptoir. Puis je sors mon téléphone et appelle l'entrepreneur qu'un collègue de mon organisation m'a recommandé. Patrick O'Connor répond à la 3e sonnerie. Il vient à la maison le jour même. Patrick marche lentement dans chaque pièce sans parler. Il appuie sa botte contre les sols, teste les murs avec ses phalanges et passe une main le long du plâtre qui s'écaille. Quand il a fini, il se tient sur le porche et retire sa casquette. 60 à 70 000 minimum, dit-il. Vous avez ce genre d'argent? Je ne les ai pas. J'ai 27 500 $ d'économie et une ligne de crédit à laquelle je n'ai jamais touché. Ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai. Je vais me débrouiller, dis-je. Patrick étudie mon visage un instant, puis il acquiesce une fois. Je réduirai les coûts là où je peux, dit-il. Vous avez l'air d'être quelqu'un de parole. Son équipe commence le travail le lundi suivant. Ils arrachent le vieux papier peint, retirent les planches de sol gondolées et commencent à démolir des sections de murs endommagées. Le 2e jour, Patrick m'appelle dans le salon. Il projette une lampe de poche sur la structure en bois du mur du fond. Ce mur est étrange, dit-il. Double épaisseur. Je regarde de plus près. 2 ensembles de planches avec un espace étroit entre eux. Sombre, creux, intentionnel. Quelqu'un a construit un faux mur ici, dit Patrick. Je fixe l'espace vide entre les couches. Continuez, lui dis-je. Patrick me jette un coup d'œil, puis regarde de nouveau le mur. Celui qui a construit ça ne voulait probablement pas qu'on l'ouvre, dit-il. Mais c'est votre maison. Il soulève une masse. Le lendemain soir, mon père appelle. Je laisse sonner 2 fois avant de répondre. Rowana, dit-il d'un ton calme et répété. Cette maison est un gouffre financier. Tu le sais. Je te l'achète. Combien? 15 000 $ cash. Au moins tu repartiras avec quelque chose. 15 000 $ pour la maison où ma grand-mère a grandi. La maison dont elle m'a dit de me souvenir. Non, dis-je. Silence. Puis sa voix devient plus froide. Tu fais une erreur. Je raccroche. Le lendemain matin, ma mère envoie un SMS. 3 longs paragraphes. Le premier commence par « Tu es en train de détruire cette famille, Rowana ». Le deuxième, « Ta grand-mère aurait honte de la façon dont tu te comportes ». Le troisième, « Si tu nous remets ce que tu as trouvé, nous pourrons passer outre en tant que famille ». Elle termine le message par un emoji qui pleure. Je le lis une fois, puis je ferme le téléphone. Je ne réponds pas. 2 jours plus tard, Vanessa appelle la première fois qu'elle me parle depuis des mois. Prends juste l'argent et passe à autre chose, dit-elle. Pourquoi rends-tu ça si bizarre? Tu as eu la maison de Scarsdale, réponds-je doucement. Tu as eu les investissements. Mamie ne m'aurait pas laissé une ruine. Tu le sais bien. Il y a une pause. Parce que je l'ai mérité, dit Vanessa. J'étais là pour mamie. Au cours de la dernière année de sa vie, Vanessa a rendu visite à ma grand-mère exactement 3 fois. Je le sais parce que mamie tenait un livre d'or près de la porte d'entrée. Puis quelque chose de pire arrive. Ma coopérative de crédit m'appelle. Un homme prétendant être votre père nous a contactés, explique l'agent de prêt. Il a posé des questions sur les détails de votre prêt personnel. Nous n'avons divulgué aucune information, mais nous voulions vérifier quelque chose. L'avez-vous autorisé à faire cette demande? Non, dis-je. Et soudain, je comprends. Ils n'attendent pas seulement que j'échoue, ils essaient de s'assurer que j'échoue. Cette nuit-là, je m'assois sur le porche à Birch Hollow Road. Le bois craque sous mon poids. À l'intérieur de la maison, l'équipe de Patrick a rangé ses outils proprement à côté de la structure apparente du salon. J'appelle Patrick. Accélérez, lui dis-je. Arrachez chaque mur. Tous. Il marque un temps d'arrêt. Ma grand-mère m'a dit que la maison se souvient.
Je veux savoir de quoi elle se souvient. Patrick expire lentement. Très bien, dit-il. On commence par le mur du salon demain. Je raccroche et regarde le jardin sombre. Le vent s'engouffre par les fenêtres cassées derrière moi, et la vieille maison gémit doucement comme si elle retenait son souffle depuis des années. Jeudi soir, 21h47. Je suis assise en tailleur sur le sol de mon appartement, triant les reçus de rénovation quand mon téléphone s'éclaire, Patrick O'Connor. Il n'appelle jamais aussi tard. Madame, dit-il quand je réponds. Sa voix semble différente, tendue et basse. Nous avons trouvé quelque chose derrière ce mur. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Une pause. J'ai déjà appelé la police. Ils nous ont dit de ne toucher à rien. Une autre pause. Je ne perds pas de temps à poser des questions. Quelque chose dans sa voix me dit de ne pas le faire. Le trajet de mon appartement à Cold Spring prend normalement environ 45 minutes. Ce soir, sous la pluie, il en prend 26. Mes essuie-glaces battent un rythme frénétique contre la vitre tandis que mes mains agrippent le volant. J'imagine tout ce qui pourrait être caché derrière ce mur, de l'argent, de la drogue, quelque chose d'illégal, quelque chose d'enterré. Mes pensées défilent à travers toutes les possibilités. Aucune ne semble correcte. Puis la maison apparaît à travers la pluie. 2 voitures de police sont dans l'allée, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant sur les arbres mouillés. Patrick se tient sur le porche, tenant sa casquette à 2 mains. Son visage paraît pâle sous la lumière du porche. C'est à l'intérieur, dit-il. Je le suis à l'intérieur. 2 agents se tiennent dans le salon. L'un prend des photos tandis que l'autre observe tranquillement, les bras croisés. Le faux mur est maintenant ouvert. De la poussière de plâtre recouvre le sol. Et dans l'espace creux entre les 2 murs se trouve une boîte en acier d'environ 60 cm de long et 30 de large, couverte de décennies de poussière. Sur le couvercle, gravé dans le métal en lettres précises, se trouvent mes initiales, RR. Je m'agenouille lentement. Mes doigts effleurent la gravure. Ma grand-mère a caché cela derrière un faux mur dans une maison qu'elle n'a laissée qu'à moi. Elle y a gravé mes initiales, et elle l'a verrouillée avec une combinaison que je n'ai pas encore essayée. Depuis combien de temps attendait-elle ici? L'agent abaisse son appareil photo. C'est votre propriété, madame, dit-il. Vous pouvez l'ouvrir. Nous devons simplement documenter ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'agenouille devant la boîte. Le cadenas à combinaison à 4 chiffres. Je pense à chaque nombre que ma grand-mère m'a demandé de retenir, son numéro de téléphone, son adresse, les mesures de recette. Puis j'essaie le plus simple, mon anniversaire, le 19 mars. 0319. Le cadenas clique. Je soulève le couvercle pesant. À l'intérieur, la boîte est divisée en 3 compartiments soignés, chacun soigneusement tapissé de tissu, le genre de soin que l'on ne donne qu'aux choses qui comptent. Dans le premier compartiment, je trouve une épaisse enveloppe scellée à la cire. Je brise le sceau. À l'intérieur se trouve un document manuscrit, 4 pages écrites sur du papier réglé. En haut de la première page, avec l'écriture indubitable de ma grand-mère, se trouvent les mots « Dernière volonté et testament d'Eleanor Whittaker ». Le document est daté de 18 mois avant le testament que Samuel Pierce a lu dans son bureau. 2 signatures de témoins apparaissent en bas, ainsi qu'un sceau de notaire. C'est le vrai, l'original. Le deuxième compartiment contient une autre enveloppe. À l'intérieur se trouve une lettre, 4 pages manuscrites. La première ligne dit « Ma très chère Rowena, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont fait exactement ce que je craignais qu'ils fassent. » Ma vision se brouille un instant. Je presse la paume de ma main contre mon œil et continue de lire. Elle écrit sur Victor, sur le fond familial, sur la pression qu'ils ont exercée sur elle, et sur la peur dans laquelle elle vivait. Ils me volent depuis 2 ans, écrivait-elle. Je ne pouvais pas les arrêter seul, alors je me suis préparé. Le troisième compartiment contient une enveloppe plus petite. Sur le devant, tamponné à l'encre rouge, se trouve un mot « privé ». Je tends la main vers elle. Madame, l'un des agents s'avance. Nous vous recommandons de laisser un avocat examiner celle-ci en premier, dit-il prudemment. Une partie de ce qu'elle contient pourrait être une preuve. Je retire lentement ma main. Je regarde les 2 agents, puis Patrick O'Connor, qui se tient dans l'encadrement de la porte en serrant le cadre.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Demande Patrick doucement. Je soulève le premier document. Mes mains tremblent, mais pas ma voix. C'est son vrai testament, dis-je. Celui qu'ils ont essayé d'effacer. L'un des agents photographie le document. Puis je lis les conditions. Dans le vrai testament, ma grand-mère me laisse le Whittaker Family Trust en entier. Le domaine de Scarsdale, chaque actif liquide, tout. Vanessa reçoit cette maison à Birch Hollow Road et $50 000. Mon père et ma mère reçoivent chacun $1. Et au bas de la page, avec son écriture soignée, ma grand-mère a ajouté une dernière ligne, pour qu'ils sachent que je ne les ai pas oubliés. Je ne leur ai simplement pas pardonné. La pièce tombe dans un silence total. La pluie tapote régulièrement contre les fenêtres. Patrick expire enfin comme s'il retenait son souffle depuis mon arrivée. Je plie la lettre soigneusement et la presse contre ma poitrine. Le papier porte une légère odeur de lavande, la même odeur qui remplissait chaque pièce où ma grand-mère a jamais vécu. Ils diront que je ne t'ai pas assez aimé pour te donner plus, écrivait-elle. La vérité est que je t'aimais trop pour les laisser tout te prendre. Je reste sur ce sol pendant un long moment. Le lendemain matin, un inspecteur de la police de Cold Spring m'appelle. Son nom est l'inspecteur Julian Torres. Sa voix est calme et professionnelle. Madame Rose, nous avons ouvert la 3e enveloppe en présence d'un technicien de la police scientifique, dit-il. J'aimerais que vous veniez au poste. À 10 heures, je suis assise en face de lui dans une petite salle d'interrogatoire. Torres me détaille ce qu'ils ont trouvé, des relevés bancaires, des dizaines, chacun imprimé, surligné et annoté avec l'écriture de ma grand-mère. Ils ont tracé des transferts du Whittaker Family Trust vers un compte personnel appartenant à Victor Rose. Les transferts ont eu lieu sur 23 mois. Le montant total, $410 000. Chaque transfert inclut un formulaire d'autorisation. Chaque formulaire porte la signature de ma grand-mère. Sauf que Torres fait glisser l'une des pages vers moi. Votre grand-mère a écrit des notes dans les marges, explique-t-il. Dans une petite écriture stable au crayon, à côté de la signature, se trouvent les mots « Je n'ai pas signé ceci ». Ce n'est pas mon écriture. Ma grand-mère avait demandé que des doubles de ses relevés bancaires soient envoyés à une boîte postale privée. Elle a suivi elle-même chaque transfert frauduleux. Elle a constitué tout le dossier. Puis Torres pose un autre document sur la table. Ceci aussi. C'est une demande juridique déposée 6 mois avant sa mort, une demande pour changer le fiduciaire et le représentant légal de sa succession. La signature indique « Eleanor Whittaker », mais même moi je peux le voir, l'écriture est fausse. Nous avons déjà tout transmis au bureau du procureur, dit Torres. Cela dépasse le cadre d'un litige civil. J'acquiesce lentement. Après avoir quitté le poste, je reste assise sur le parking pendant plusieurs minutes avant de passer un autre appel à la personne que mon collègue m'avait recommandée, Claudia Bennett, une avocate spécialisée dans les litiges successoraux. Réputée pour n'avoir jamais perdu une affaire de fraude testamentaire en plus de 10 ans. Elle répond à la première sonnerie. Pendant 9 minutes d'affilée, je parle. J'explique tout. Elle écoute sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, il y a une courte pause. Puis elle dit calmement, « Votre grand-mère ne vous a pas seulement laissé une maison. Elle vous a laissé un dossier. Venez à mon bureau demain. Apportez tout. » Je rentre chez moi les vitres baissées, même si l'air est froid. Le monde semble différent d'une certaine manière, pas plus léger, mais plus clair. Avant que je ne quitte le poste, l'inspecteur Torres a mentionné autre chose. La 3e enveloppe contenait également des documents liés à l'histoire de la famille. Ces documents avaient déjà été transmis à une autre agence. J'ai demandé laquelle. Le FBI, a-t-il dit. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'étais pas sûr d'être prête pour cette réponse. Dans une petite ville, les nouvelles circulent vite. Quelqu'un a vu les voitures de police devant Birch Hollow Road. Quelqu'un l'a dit à quelqu'un, et finalement, quelqu'un l'a dit à mon père. Il appelle le lendemain soir. Pas de salutation, pas de politesse. Quoi que tu penses avoir trouvé dans cette maison, dit Victor Rose, sa voix serrée par le contrôle, ça ne veut rien dire. Mais derrière son ton calme, j'entends quelque chose que je n'ai jamais entendu chez lui auparavant, de la peur. J'ai les meilleurs avocats de ce comté. Tu vas tout perdre, continue froidement mon père, y compris cette bicoque. Je ne dis rien.
Un instant plus tard, la ligne se coupe. Il a raccroché. 1 heure plus tard, c'est au tour de ma mère. Monica Rose appelle en larmes. La performance est parfaite. Sa voix se brise aux bons endroits, des respirations tremblantes à des moments soigneusement calculés. Chaque pause est mesurée comme si elle faisait partie d'un scénario. Rowena, tu détruis cette famille, sanglote-t-elle. Ta grand-mère serait dévastée. Elle laisse le silence s'étirer avant de continuer. Quoi que tu penses avoir trouvé, rends-le simplement. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes tes parents. Je la laisse finir. Puis je dis calmement, bonne nuit, maman. Et je mets fin à l'appel. À minuit, Vanessa envoie un SMS. Simo, tu délires. L'avocat de papa t'enterrera. 2 jours plus tard, la réponse officielle arrive. Samuel Pierce entre dans le bureau de Claudia Bennett avec une proposition de règlement. Ses mains semblent stables, ses yeux ne le sont pas. Mon client propose une résolution généreuse, dit-il. Rowena garde la propriété de Birch Hollow. Elle reçoit également $50 000 supplémentaires. Il fait glisser les papiers sur la table. En échange, elle signe une clause de confidentialité et remet tous les documents récupérés sur la propriété. Claudia ne s'y même pas. Ma cliente ne négocie pas lorsqu'il s'agit de documents falsifiés, dit-elle d'un ton sec. Pierce se lève en lissant sa veste. Arrivé à la porte, il s'arrête. Pas pour moi, mais pour Claudia. Entre nous, dit-il doucement, dites-lui de faire attention. Victor Rose connaît du monde dans ce comté. Puis il part. Je me tourne vers Claudia. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « connaît du monde » ? Elle pose son stylo et croise les mains. Son expression ne change pas, mais quelque chose derrière ses yeux se durcit. Cela signifie, dit-elle, que nous pourrions ne pas avoir un procès équitable ici. Pendant un instant, je pense à ma grand-mère assise seule dans cette vieille maison, écrivant des notes dans les marges de relevés bancaires que personne d'autre n'était censé voir. Elle savait. Elle savait que le système pourrait ne pas la protéger, et elle s'est préparée malgré tout. Alors nous irons quelque part où ce sera équitable, dis-je. Claudia acquiesce une fois, comme si elle attendait que je dise exactement cela. Elle dépose la contestation initiale auprès du tribunal des successions du comté de Westchester. La motion est simple, annuler le testament de Pierce, reconnaître l'original manuscrit et enquêter sur les transferts du trust. 2 semaines plus tard, le verdict arrive, motion rejetée. L'ordonnance vient du juge Martin Carnat. Sa décision écrite stipule, preuves insuffisantes pour casser un testament dûment déposé et exécuté. Claudia m'appelle depuis sa voiture. Je peux l'entendre respirer lentement, délibérément et de la façon dont on respire quand on choisit ses mots très soigneusement. Le juge n'a pas examiné l'analyse scientifique, dit-elle. Il n'a pas fixé d'audience. Il a rendu un rejet sommaire en 48 heures. Elle marque une pause. Ça n'arrive jamais. Je pose la question dont je connais déjà la réponse. Pourquoi ? Claudia expire. Le juge Carnat et votre père sont tous 2 membres du Country Club de Westchester, dit-elle. Ils ont dîné ensemble 3 fois le mois dernier. Le monde bascule, non pas parce que je suis choqué, mais parce que soudain, tout prend sens. Ils ont fait exactement ce que je craignais qu'ils fassent, tout comme ma grand-mère l'avait écrit. Les murs commencent à se refermer sur moi. La banque refuse de prolonger mon crédit. La rénovation à Birch Hollow n'est qu'à moitié terminée, et les factures s'accumulent. Patrick O'Connor a accepté de retarder le paiement, mais je peux entendre la tension quand il dit « Prenez votre temps ». Il le pense, mais le temps coûte de l'argent que ni l'un ni l'autre n'avons. Ce soir-là, je m'assois par terre dans la maison de Birch Hollow. Les murs sont à moitié éviscérés. Des fils électriques pendent à nu. La pièce sent la sciure de bois et quelque chose de plus ancien en dessous. Je déplie à nouveau la lettre de ma grand-mère et relis la ligne sur laquelle je reviens sans cesse, ne les laisse pas te rendre petite, Rowena. La vérité est pesante, mais elle te soutiendra quand rien d'autre ne pourra le faire, assise là dans cette maison brisée. Je me demande si elle savait à quel point ce serait dur. Savait-elle que le système lui-même s'y opposerait ? Avez-vous déjà tenu quelque chose que vous saviez être vrai et regardé chaque porte se fermer devant vous ? Si oui, j'aimerais savoir comment vous avez continué. Dites-le moi dans les commentaires. Le lendemain matin,
Claudia appelle. Nous passons au niveau fédéral. Les mots semblent énormes. Fédéral, je répète. La fraude bancaire est un crime fédéral, explique-t-elle. Tout comme l'abus financier envers les personnes âgées lorsque des fiducies entre États sont impliquées. Et si le tribunal local est compromis, nous avons des motifs pour remonter plus haut. Sa voix est d'acier. Ce n'est pas une vengeance, Rowana. C'est la procédure. Je ferme les yeux. J'imagine l'écriture de ma grand-mère, régulière, certaine, même vers la fin. Passe l'appel, dis-je. Claudia contacte le bureau local du FBI à Manhattan. Elle soumet le dossier par écrit, document juridique falsifié, transfert de fiducie frauduleux totalisant 410 000 $, preuve compilée par la victime elle-même avant son décès, et un juge local potentiellement compromis. Une semaine plus tard, mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. Madame Rose, dit l'homme, mon nom est Arthur Whitaker. Je suis un agent spécial du FBI à la retraite. On m'a demandé d'intervenir comme consultant sur votre dossier en raison de sa complexité. Sa voix est calme, mesurée, précise le genre de voix qui vous fait écouter sans savoir pourquoi. Nous nous rencontrons dans un café à White Plain. Il est déjà assis quand j'arrive. Au début de la soixante-dizaine, il a les cheveux argentés et porte une veste en tweed marron sur une chemise repassée. Des lunettes de lecture reposent sur la table à côté d'une tasse de café intacte. Ses yeux sont vifs, mais il y a de la chaleur en eux, celle qui vient d'une longue vie. Il ne commence pas par parler de l'affaire. Au lieu de cela, il pose une question simple, parlez-moi de votre grand-mère. Je ne m'attendais pas à ça. Que voulez-vous savoir? Tout ce que vous voulez bien me dire. Alors, je commence à parler du gâteau au citron qu'elle cuisinait, des appels téléphoniques hebdomadaires, de la façon dont elle pouvait rendre une pièce sur simplement en s'y tenant, et de la véranda à Cold Spring où elle s'asseyait avec son café, ne disant presque rien et disant pourtant tout. Arthur écoute tranquillement. Il ne prend pas de notes. Il n'interrompt pas une seule fois. À un moment donné, il regarde ailleurs et quelque chose change dans son expression, non pas une distance professionnelle, mais quelque chose de plus proche du chagrin. Elle était remarquable, dit-il doucement. Puis il explique que le FBI a ouvert une enquête fédérale. Victor et Monica seront assignés à comparaître. Les documents falsifiés et les relevés bancaires feront l'objet d'une analyse médico-légale fédérale. Cela ira au tribunal, me dit-il, et ce ne sera pas la salle d'audience du juge Kern. Nous nous levons pour partir. Arthur tend la main et prend la mienne, la tenant doucement entre les siennes, un peu plus longtemps qu'un étranger ne le ferait normalement. Ses paumes sont chaudes, sa prise prudente. Il étudie mon visage un instant. Vous avez ses yeux, dit-il. Je souris, légèrement confuse. Les gens disent généralement que je ressemble à ma mère. Arthur secoue la tête. Non, dit-il doucement. Vous ressemblez à Eleanor. Il lâche prise et se dirige vers sa voiture. Je reste sur le trottoir à le regarder partir, et quelque chose commence à me trotter dans la tête. Un nom. Un nom que j'ai l'impression de devoir reconnaître. Whitaker. Arthur Whitaker. Le nom de jeune fille de ma grand-mère avant qu'elle ne se marie était Whitaker. Je reste là longtemps après la disparition de sa voiture. Mon père n'attend pas l'assignation. Au lieu de cela, il passe à l'offensive. Un article paraît dans le Westchester Register. Cela ressemble à du journalisme, mais se lit comme un communiqué de presse. Le titre annonce « Une famille locale en plein tourment alors que la fille cadette conteste la succession de sa grand-mère ». Mon père est cité directement. Rowana traverse une période difficile après avoir perdu sa grand-mère, déclare Victor Rose au journaliste. Nous voulons seulement la soutenir. Il semble calme, raisonnable, voire compatissant. Et c'est ce qui rend la chose dangereuse. Ma mère envenime les choses en ligne. Elle publie un message public sur Facebook. La photo date de Noël, 2 ans plus tôt, nous 4 debout ensemble dans des pulls assortis, ma grand-mère au centre. La légende indique, notre famille est déchirée par l'avidité et de fausses accusations. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était nous garder unis. S'il vous plaît, priez pour nous. Le message est partagé 47 fois. Des centaines de commentaires compatissants suivent. Je ne suis pas identifié. Je ne suis pas nommé.
Mais tout le monde sait exactement de qui elle parle. Au travail, ma superviseure me prend à part. Rowena, je vous soutiens, dit-elle doucement. Mais quelques donateurs ont commencé à poser des questions. Elle hésite. Elle part d'une bonne intention, mais il n'y a plus de « privé ». Mon père s'en est assuré. Puis vient la véritable attaque. Vanessa appelle, sa voix est plate. Papa dit que si tu n'abandonnes pas d'ici vendredi, il demandera au tribunal de te déclarer mentalement inapte. Au début, je pense qu'elle bluffe. Ce n'est pas le cas. 3 jours plus tard, Claudia Bennett me transmet le dossier, une demande d'évaluation de la compétence mentale soumise au tribunal des successions de Westchester. Le demandeur n'est pas mon père, c'est ma mère. Sa déclaration écrite indique « Ma fille a des antécédents documentés d'anxiété et de dépression. Depuis le décès de sa grand-mère, elle a pris des décisions de plus en plus erratiques. Je m'inquiète pour sa sécurité et sa capacité à gérer des affaires juridiques et financières. 2 ans plus tôt, j'avais suivi une thérapie pour le deuil pour le poids d'avoir grandi invisible dans ma propre famille. Ma mère le savait parce que je le lui avais dit. Je pensais qu'elle comprendrait. Au lieu de cela, elle a gardé l'information, non pas pour m'aider, mais pour l'utiliser contre moi. Claudia appelle dans l'heure. Ils essaient de vous retirer votre capacité juridique, dit-elle. S'ils réussissent, vous ne pouvez pas poursuivre. Vous ne pouvez pas témoigner. Vous devenez un pupille du tribunal au lieu d'être la plaignante. Sa voix se crispe. Nous devons faire vite. Je fixe la signature de ma mère sur la demande, soignée, centrée, sans l'ombre d'une hésitation dans les traits de plume. Ma propre mère a déposé des documents juridiques me traitant de folle pour protéger l'argent qu'elle a volé. Le même après-midi, j'appelle la docteure Melissa Grant. Elle a été ma thérapeute par intermittence pendant 2 ans, la personne qui m'a aidé à comprendre les schémas avec lesquels j'ai grandi, contrôle, rejet, amour conditionnel. Je lui raconte tout. Elle écoute tranquillement. Puis elle dit, j'aurai la lettre d'évaluation sur le bureau de votre avocate dès demain matin. La lettre fait 3 pages, claire, détaillée et sans ambiguïté. Rowena Rose fait preuve d'une pleine compétence cognitive et émotionnelle. Il n'y a aucune base clinique pour une contestation de compétences. Ses décisions semblent éclairées, cohérentes et autodirigées. Claudia dépose la réfutation dans les 48 heures. Elle y joint l'évaluation de la docteure Grant et une motion pour rejeter la demande de ma mère. En même temps, elle dépose une demande de transfert de compétences vers le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, le tribunal fédéral. Le FBI soutient le transfert avec son propre mémoire. Le tribunal local des successions ne s'y oppose pas. Le juge Martin Kern se récuse avant d'y être contraint. L'affaire monte en grade. Ce soir-là, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'appelle mon père directement. Pas pour argumenter, pas pour supplier, juste pour l'informer. Papa, dis-je calmement, je sais ce que toi et maman avez fait. J'ai le testament original. J'ai les relevés bancaires. J'ai les signatures falsifiées. Le FBI est impliqué maintenant. Je fais une pause, non pour l'effet dramatique, mais juste pour respirer. Tu peux arrêter ça ou tout devient public. C'est ton choix. Le silence remplit la ligne. 10 secondes. 15. Enfin, il parle. Tu vas le regretter, Rowena. Tu n'as aucune idée de ce que tu déclenches. Ce n'est pas moi qui l'ai déclenché, je réponds. C'est grand-mère. Elle savait que vous en voudriez à son argent. Elle s'est simplement assurée que j'aurais les preuves. Je raccroche. Mes mains tremblent, mais pas comme avant. Ce n'est pas de la peur, c'est le sentiment que quelque chose se met enfin en place. Plus tard dans la nuit, Claudia appelle avec une autre mise à jour. La police scientifique du FBI a fini d'analyser le testament de Pierce, dit-elle. Les experts en écriture ont conclu. Il y a 99,7% de probabilité que la signature sur ce document n'ait pas été écrite par Eleanor Whittaker. Pas une ombre de doute. Pas même un éclat d'ambiguïté. Ma grand-mère a signé le vrai testament. Quelqu'un d'autre a signé le faux. Et maintenant, j'ai les deux. Le dimanche matin, Béatrice Langford appelle. Elle a vu l'article de journal. Elle a vu la publication Facebook de ma mère.
Et elle en a fini de garder le silence. Viens chez moi, Rowana, dit-elle. Il y a des choses que j'aurais dû te dire à l'enterrement. Son salon sent légèrement la bergamote et le vieux papier. Elle est assise en face de moi dans un fauteuil à oreilles avec une courte pointe pliée sur ses genoux. Sur la table d'appoint à côté d'elle se trouve une photographie encadrée, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années riant ensemble sur un quai quelque part. L'une d'elles est ma grand-mère. Ta grand-mère avait une vie avant Victor, dit Béatrice doucement. Avant ton grand-père, avant tout. Elle marque une pause. Avant Harold, il y avait quelqu'un d'autre. Elle me parle d'un jeune homme nommé Michael. Ils se sont rencontrés au début des années 1970, quand Eleanor avait à peine 20 ans. Elle l'aimait, dit Béatrice tranquillement, d'une manière qui ne correspondait pas au plan de sa famille. Sa voix est calme, mais il y a quelque chose de lourd en dessous. Ils l'ont forcée à y mettre fin. Elle s'arrête avant de continuer. Les raisons étaient propres à cette époque. Je ne vais pas les embellir. Qu'est-il devenu, je demande. Il a disparu, répond Béatrice. Il est parti loin. L'année suivante, Eleanor a épousé ton grand-père. Elle n'a plus jamais mentionné Michael. Pas pendant des décennies. Béatrice regarde la photographie sur la table à côté d'elle. Puis un jour, il y a environ 15 ans, elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé. Elle a dit qu'ils avaient repris contact. Sa voix s'adoucit au souvenir. Elle m'a dit, il n'a jamais cessé de me chercher, Béatrice, et je n'ai jamais cessé de regretter qu'il ne m'ait pas trouvé. Béatrice cherche derrière son fauteuil et sort une petite boîte en bois. Eleanor me l'a donnée environ 1 an avant de mourir, dit-elle. Elle m'a dit de te la donner s'il arrivait quelque chose. Rien qu'à toi. À l'intérieur de la boîte se trouve une photographie en noir et blanc, une jeune femme et un jeune homme se tenant bras dessus, bras dessous devant un bâtiment que je ne reconnais pas. Elle porte une robe blanche, il est en costume sombre. Au dos, écrit à l'encre délavée, M&M, 1974. Eleanor et Michael. Je rapproche la photo de mon visage. L'homme sur la photo est jeune du milieu de la vingtaine avec des pommettes saillantes et des yeux sombres et assurés. J'ai déjà vu ses yeux. La semaine dernière, de l'autre côté d'une table de café à White Plain. Béatrice, dis-je lentement, le nom de jeune fille de ma grand-mère était Whittaker. Elle hoche la tête. Elle ne dit rien d'autre. Elle n'en a pas besoin. Je fixe la photographie jusqu'à ce que les visages deviennent flous. Vous avez ses yeux, m'a dit Arthur. Sur le moment, j'ai cru que c'était juste un compliment. Maintenant, je réalise que c'était de la reconnaissance. Elle a tout prévu, ma chère, dit doucement Béatrice depuis son fauteuil. C'était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. Elle marque une pause. Et la plus brisée de cœur. Je rentre chez moi avec la photographie posée sur le siège passager. Les pièces dans mon esprit commencent à se réorganiser. Je sens l'ébauche de quelque chose se former, quelque chose que je ne suis pas encore tout à fait prête à dire à voix haute. Ce soir-là, je suis assise à la table de ma cuisine avec 3 objets disposés devant moi, la photographie de Béatrice, le bracelet en argent du poignet de ma grand-mère et la boîte en acier de Birch Hollow. Je prends d'abord le bracelet. Je l'ai porté presque tous les jours depuis l'hôpital, mais je ne l'ai jamais vraiment regardé attentivement. L'extérieur est simple, lisse, terni et banal. Ma mère avait eu raison sur une chose, cela ressemble à un bijou fantaisie bon marché. Mais quand je l'incline sous la lampe, je remarque quelque chose. À l'intérieur du fermoir, gravé en lettres si minuscules que je dois utiliser une loupe, se trouve une séquence de chiffres, 09171974. 17 septembre 1974. L'année où tout a changé pour elle. La même année que la photographie. M&M 1974. Une date. Un code caché à la vue de tous pendant 40 ans. J'apporte la boîte en acier sur la table. Lorsque la police l'a examinée, elle a documenté les 3 compartiments principaux. Mais je me souviens d'autre chose. Sous la base de la boîte, il y avait une seconde serrure, un plus petit panneau à combinaison caché sous le compartiment principal. Les agents ont essayé quelques combinaisons, puis ont laissé tomber. Ils ont supposé qu'il était vide. Ils l'ont laissé pour moi. Je saisis les chiffres du bracelet, 09171974. Le panneau se libère avec un léger clic.
À l'intérieur du compartiment caché se trouve un seul document, plié en 3 et protégé dans une pochette en plastique. Je le sors avec précaution. Un certificat de naissance, vieux et jauni par le temps, délivré dans l'État du Connecticut. Nom, Eleanor Ann Whittaker. Date de naissance, 3 juin 1952. Mère, Ruth Ellen Whittaker. Père, Arthur James Whittaker. Je fixe la page. Arthur n'est pas l'ancien amant de ma grand-mère. Arthur est son père. Je pose le certificat de naissance sur la table et attrape le dernier objet du compartiment, une lettre pliée. L'écriture de ma grand-mère à nouveau, plus courte cette fois, seulement 2 paragraphes. Rowena, Arthur Whittaker est mon père. Il a été forcé de m'abandonner quand j'avais 3 ans. Le tribunal m'a enlevé à lui dans des circonstances injustes et impardonnables. Je l'ai retrouvé quand j'avais 40 ans. Nous avons gardé ce secret pour te protéger. Ton père l'aurait utilisé contre nous. Quand tu le rencontreras et tu le rencontreras, souviens-toi qu'il est de la famille. La vraie famille. Celle qui ne prend pas, celle qui attend. Je relis la lettre encore et encore. Je tiens le papier face à la lumière comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de plus facile à comprendre. Arthur Whittaker, l'agent retraité du FBI qui m'aide dans l'enquête, est mon arrière-grand-père. Le père de ma grand-mère. L'homme qui a perdu sa fille à cause du système il y a 70 ans et a passé le reste de sa vie à devenir quelqu'un que le monde ne pourrait plus jamais ignorer. Et ma grand-mère a caché la vérité à l'intérieur d'un bracelet que je portais chaque jour sans m'en rendre compte. Je prends mon téléphone. Je compose le numéro d'Arthur. Il répond dès la première sonnerie, comme s'il attendait l'appel. J'ai trouvé le compartiment caché, dis-je. Je sais qui vous êtes. La ligne devient silencieuse. Pas le silence de la surprise, mais le silence de quelqu'un qui a porté un secret pendant très longtemps et à qui on vient de dire qu'il peut enfin le déposer. J'attendais que tu le trouves, dit doucement Arthur. C'était le plan d'Eleanor, pas le mien. Nous nous rencontrons le lendemain matin à la maison de Birch Hollow. Il arrive avant moi. Quand je me gare, il est debout sur la véranda, les mains dans les poches de sa veste en tweed, regardant le jardin. Pendant un instant, je le vois comme ma grand-mère a dû le voir, patient, stable, toujours là après tout. Nous nous asseyons ensemble à la table de la cuisine et il me raconte toute l'histoire. Au milieu des années 1950, quand Eleanor était une enfant en bas âge, sa mère, la femme d'Arthur, Ruth, est morte d'une pneumonie. Arthur avait une vingtaine d'années à l'époque. Il travaillait à temps partiel dans une quincaillerie et n'avait pas d'économie. La famille de Ruth a demandé la garde au tribunal. Le tribunal a accepté. Eleanor lui a été enlevée. Au début, ils m'ont dit que je pouvais lui rendre visite, dit Arthur. Puis les visites ont cessé. Puis l'adresse a changé, et finalement, elle avait disparu. Il a passé 15 ans à sa recherche. J'ai rejoint le bureau parce que cela me donnait accès à des systèmes que la plupart des gens ne pouvaient pas atteindre, explique-t-il. Je me disais que c'était pour la justice. Il marque une pause. Mais c'était vraiment pour elle. Arthur a finalement retrouvé Eleanor en 1992. Elle avait 40 ans. Ils se sont rencontrés dans un parc à Hartford. Ils sont restés assis sur un banc pendant 3 heures et ont à peine parlé. Elle m'a juste tenu la main, et ça suffisait. Arthur et ma grand-mère ont gardé leur retrouvaille secrète. Victor a épousé Monica l'année avant que je ne retrouve Eleanor, explique doucement Arthur. Et Eleanor m'a dit qu'il posait déjà des questions sur ses finances. Il secoue légèrement la tête. Elle a dit que si Victor me découvrait, il déformerait la vérité. Il prétendrait que renouer avec le père qu'on lui avait enlevé signifiait qu'elle était instable. Arthur me regarde droit dans les yeux. Ses yeux sont humides, mais sa voix reste ferme. Il y a 3 ans, Eleanor m'a appelé et m'a dit « Il va tout voler quand je mourrai ». Arthur marque une pause. Et je lui ai fait une promesse. Il expire lentement. J'ai dit que je n'avais pas pu sauver ma fille de cette famille. Mais que je sauverais ma petite fille. Je ne dis rien. Je n'en ai pas besoin. Je tends la main à travers la table et prends la sienne. Puis Arthur me dit autre chose. Avant de mourir, ma grand-mère lui avait déjà envoyé des copies des documents de la fiducie et des relevés bancaires, une assurance de secours au cas où il arriverait quelque chose à la boîte en acier.
Mais il explique un point important, des copies envoyées par quelqu'un qui meurt par la suite peuvent parfois être contestées devant les tribunaux. Les originaux comptent. Les originaux récupérés par l'héritière légitime sur une propriété qui lui a été légalement transférée, Arthur dit que c'est inattaquable. C'était cela, le plan. Pas celui d'Arthur, ni celui de Claudia, celui de ma grand-mère. Elle ne pouvait pas les combattre de son vivant, alors elle a bâti un dossier pour après son départ. Et elle a fait confiance à la personne qu'il sous-estimait le plus pour le trouver, moi. Après le départ d'Arthur, je reste longtemps assise dans cette cuisine. Le bracelet repose à mon poignet. Le certificat de naissance est ouvert sur la table. Dehors, le jardin est silencieux. Pour la première fois en 28 ans, je commence à comprendre ce que la famille est censée signifier. Elle n'exige pas. Elle ne joue pas la comédie. Elle ne compte pas les points. Elle attend. Mercredi après-midi, bureau de Claudia Bennett. 3 chaises sont disposées autour de son bureau, Claudia, Arthur et moi. Derrière elle, un tableau blanc est couvert de dates, de noms et de flèches rouges les reliant. Voici où nous en sommes, dit Claudia. Tribunal fédéral, le tribunal de district des États-Unis. Ce n'est plus seulement une contestation de testament. C'est un renvoi pénal assorti d'une contestation civile des successions. Elle tapote le tableau. Charges potentielles en cours d'examen, falsification de documents juridiques, fraude bancaire en vertu de la loi fédérale, abus financier envers une personne âgée, complot. Arthur se penche en avant. Le FBI a terminé son analyse médico-légale, dit-il. La comparaison des écritures confirme que la signature sur le testament de Pierce est une contrefaçon. Les formulaires d'autorisation pour les transferts de fiducie falsifiés également. 6 documents distincts portant le nom d'Eleanor. Aucun écrit par elle. Claudia hoche la tête. Et il y a plus. Nous avons la déposition vidéo d'Eleanor. Je sille. Vidéo ? Arthur ouvre un dossier. Votre grand-mère a enregistré une déclaration sous serment 8 mois avant de s'éteindre. Il explique qu'elle l'a filmée chez Béatrice Langford en présence d'un notaire. Elle avait anticipé que si la boîte était trouvée, il prétendrait qu'elle était confuse ou manipulée. Il fait glisser une petite clé USB sur le bureau. Voici Eleanor Whittaker déclarant clairement, alors qu'elle était saine d'esprit, que tout testament présenté par Samuel Pierce est frauduleux. Je presse mes doigts contre mes tempes. Elle avait pensé à tout. Victor connaît déjà la date de l'audience, dit Claudia. Il appelle tout le monde, ses avocats, l'ancien juge, les gens de son country club. Elle hausse légèrement les épaules. Mais nous sommes au tribunal fédéral maintenant. Le juge Kern n'a aucune compétence. Les relations de Victor s'arrêtent à la limite du comté. Ce soir-là, ma mère appelle à nouveau. Cette fois, elle ne pleure pas. Sa voix est froide. Si tu vas jusqu'au bout, tu n'auras plus de famille, dit-elle. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je regarde le bracelet en argent à mon poignet, la photographie d'Arthur et de ma grand-mère posée sur le comptoir de ma cuisine, et la lettre. Je n'ai pas de vraie famille depuis longtemps, maman, je réponds doucement. Je ne m'en étais juste pas rendu compte. Elle raccroche la première. Cette nuit-là, je retourne à la maison de Birch Hollow. La rénovation est à moitié terminée. De nouvelles planches de parquet bordent le couloir. De la peinture fraîche illumine la cuisine. Mais le mur du salon reste ouvert là où la boîte en acier a été découverte. J'ai demandé à Patrick de le laisser comme ça. Un rappel. Demain, j'entre dans une salle d'audience fédérale. Je porterai l'écriture de ma grand-mère dans mon sac, son bracelet à mon poignet, et son père à mes côtés. Demain, ils me verront pas la version qu'ils ont créée, mais la vraie. Le matin de l'audience, je me réveille à 5 heures. Un email m'attend dans ma boîte de réception, envoyé à 3h47 du matin par mi père. Pas seulement à moi, mais à toutes les adresses de la famille qu'il possède, tante, oncle, cousin, 26 destinataires. L'objet indique « famille ». Le message dit « Cela me brise le cœur d'écrire ceci. Rowana tente d'extorquer notre famille en utilisant des documents fabriqués et l'influence d'étrangers. Elle a lutté contre des problèmes de santé mentale et est manipulée par des parties extérieures qui veulent accéder à l'héritage d'Eleanor. Nous demandons vos prières et votre compréhension alors que nous nous battons pour protéger les véritables volontés d'Eleanor. À cette heure,
Mon téléphone affiche 4 appels manqués, tante Karen, oncle Dal, et un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis 2019. Aucun d'eux ne laisse de message. Je sais ce qu'ils veulent demander. Je mets mon téléphone sous silence et je prends la route. Le palais de justice fédéral de Manhattan s'élève de la rue en calcaire et en verre massif, impersonnel et complètement indifférent aux drames familiaux. Je me gare à 3 pâtés de maison et je marche. Devant l'entrée, je les vois. Mon père se tient là dans un costume anthracite, la posture droite, parlant à un journaliste du Register. Il s'arrête pour une photographie contrôlée, respectable. Nous sommes convaincus que la vérité éclatera aujourd'hui, dit-il calmement dans l'enregistreur du journaliste. Ma mère se tient quelques pieds derrière lui, serrant un mouchoir tout en parlant à une femme de leur église. Je veux juste que ma famille soit à nouveau réunie, dit-elle assez fort pour que quiconque passe puisse l'entendre. Et puis il y a Vanessa. Elle ne se tient pas avec eux. Elle est seule près du mur et du bâtiment, les bras croisés, fixant le trottoir. Pas de téléphone, pas de mise en scène. Quand elle lève les yeux et me voit, quelque chose traverse son visage, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Ni de la colère, ni de l'indifférence. C'est peut-être de la peur, ou peut-être la première émotion honnête qu'elle ressent depuis des mois. Je ne m'arrête pas. Je passe devant eux 3 et franchis les portes du palais de justice. Dans le hall, Claudia Bennett m'attend avec sa mallette, et à ses côtés se tient Arthur Whittaker, veste en tweed, cheveux argentés, solide comme un roc. Je prends ma place entre eux, Claudia Bennett à ma droite, Arthur Whittaker à ma gauche. La salle d'audience est à moitié pleine. Environ 15 parents sont éparpillés dans la galerie. 2 journalistes sont assis près de l'allée. Un greffier est à l'avant. 2 US Marshals sont postés près de la porte. À l'autre bout de la pièce, l'équipe juridique de mon père, 2 avocats d'un cabinet de Hartford disposent ses dossiers à la table de la défense. Victor Rose s'assoit à côté d'eux. Il jette un bref coup d'œil à Arthur, ne le reconnaît pas, puis détourne les yeux. La porte derrière le siège du juge s'ouvre. Veuillez vous lever. La juge Patricia Moreau entre. Elle est petite, a les cheveux argentés et se déplace avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui n'a aucun intérêt à perdre ses mots ou son temps. Elle prend place. Maître, dit-elle calmement. Procédez. Claudia se lève. Elle ne se précipite pas. Dans une main, elle tient un dossier. Dans l'autre, une petite télécommande. Derrière elle, un projecteur s'allume en vacillant. Votre honneur, commence-t-elle. Cette affaire commence par un décès et un mensonge. Une chronologie apparaît sur l'écran de la salle d'audience. 2 colonnes. À gauche, le testament original manuscrit daté du 14 mars de l'année précédente, notarié et attesté par 2 individus. À droite, le testament de Samuel Pierce daté de 11 mois plus tard et déposé au tribunal des successions du comté 3 jours après le décès d'Eleanor Whittaker. Claudia fait un geste vers l'écran. Le document présenté par M. Pierce n'a pas été écrit par Eleanor Whittaker. Elle clique sur la télécommande. Un rapport d'expertise remplit l'écran. L'analyse graphologique certifiée par le FBI confirme avec une probabilité de 99,7% que la signature sur le testament Pierce n'appartient pas à la défunte. Des murmures parcourent la galerie. Quelqu'un s'agite sur son siège. L'une de mes tantes se penche en avant. Claudia clique à nouveau. Maintenant, l'écran affiche des relevés bancaires. 23 mois de virements mis en évidence. Plus de 410 000 $, continue Claudia. Transférés du trust d'Eleanor Whittaker vers un compte personnel contrôlé par Victor Rose. Chaque ligne est marquée. Chaque transaction est liée à un formulaire d'autorisation. Chaque autorisation portant une signature falsifiée. L'avocat principal de mon père se lève brusquement. Objection. La provenance de ces documents a déjà été établie par la récupération des forces de l'ordre et la vérification médico-légale fédérale, répond Claudia sans même se retourner. J'ai ici le rapport de la chaîne de possession. La juge Moreau jette un coup d'œil vers la table de la défense. Rejeté. Continuez. Claudia ouvre le dossier qu'elle tient en main. Elle lève une photocopie. Puis elle commence à lire à haute voix. J'écris ceci en étant pleinement saine d'esprit. Mon gendre, Victor Rose, et ma fille, Monica Rose, volent systématiquement dans mon trust depuis 2 ans.
Je crains que si je les affronte, on me réduise au silence. La salle d'audience devient totalement silencieuse. Un reporter se fige, les doigts au-dessus du clavier. Deux proches au deuxième rang échangent un regard que je ne peux décrire que comme de l'horreur. Mon père reste rigide, la mâchoire serrée. La main de ma mère se porte à sa gorge. Cette fois, ce n'est pas de la comédie. Au fond de la salle, Samuel Pierce s'agite sur sa chaise. Puis il se lève. Votre honneur. Asseyez-vous, monsieur Pierce, dit la juge Moreau sans lever les yeux. Vous êtes un témoin matériel. Vous resterez assis jusqu'à ce que vous soyez appelé. Pierce se rassoit. Son visage est devenu pâle. Claudia se tourne à nouveau vers la cour. Ce n'est pas un désaccord familial, votre honneur. Elle laisse le silence s'installer avant de conclure. C'est une scène de crime déguisée en testament. Puis elle dit, le demandeur appelle Arthur Whittaker. Arthur se lève du siège à côté du mien. Il boutonne sa veste, d'un mouvement délibéré, et marche calmement vers la barre des témoins. Ses pas sont légers sur le sol de la salle d'audience. Il ne se presse pas. Mon père jette un regard vers lui, fronçant légèrement les sourcils, puis regarde ses avocats. L'un d'eux hausse les épaules. Arthur prête serment. Il se tient droit, les mains jointes, en attendant. Claudia s'approche de la barre. Monsieur Whittaker, dit-elle. Veuillez déclarer votre relation avec la défunte, Eleanor Whittaker. Arthur tourne légèrement la tête vers la galerie. Sa voix porte dans toute la salle d'audience. Eleanor Whittaker était ma fille. La salle n'explose pas. Elle s'effondre sur elle-même. Une brusque inspiration collective, puis le silence. Quelqu'un se couvre la bouche. Une chaise craque. Le stylo d'un reporter se fige au milieu d'un mot. La tête de mon père se tourne brusquement vers ma mère. Tu m'avais dit que son père était mort, murmure-t-il durement. Ma mère ne répond pas. Son visage est devenu complètement blanc. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Claudia continue. Monsieur Whittaker, pourriez-vous expliquer les circonstances? Arthur parle calmement. Il décrit l'année où tout s'est effondré. La mort de Ruth, l'audience pour la garde, un jeune père jugé inapte par un tribunal qui n'a jamais regardé à deux fois. Et une petite fille emportée hors de son appartement alors qu'il se tenait sur le seuil. J'ai passé 15 ans à sa recherche, dit Arthur. J'ai rejoint le FBI parce que j'avais besoin d'accéder à des systèmes qui m'avaient déjà fait défaut une fois. Il marque une pause. Nous nous sommes retrouvés en 1992. Nous avons gardé cela privé pour protéger Eleanor et pour protéger Rowena. Claudia insère la clé USB. L'écran de la salle d'audience s'anime à nouveau. Il montre maintenant une vidéo. Un salon familier, la maison de Béatrice Langford. Ma grand-mère est assise dans un fauteuil face à la caméra. Ses mains reposent calmement sur ses genoux. Béatrice se tient derrière elle. Un notaire est assis sur le côté. Ma grand-mère commence à parler. Sa voix est frêle mais ferme. Moi, Eleanor Ann Whittaker, déclare que tout testament produit par Samuel Pierce après septembre de l'année dernière est frauduleux. Je suis saine d'esprit. Mon gendre et ma fille m'ont volé. Cet enregistrement est mon témoignage sous serment. Elle s'arrête. Puis elle regarde directement l'objectif de la caméra. Et à ma Rowena, je suis désolé de n'avoir pu te dire cela pendant que j'étais encore là, mais je le dis maintenant. La vidéo se termine. L'écran devient noir. Ma mère émet un son. Pas tout à fait un cri. Pas tout à fait un mot. Personne ne bouge pour la consoler. Mon père repousse soudainement la table de la défense. C'est un coup monté, crie-t-il. Cet homme est un étranger. Il n'a aucune qualité pour agir. Le marteau de la juge Moreau frappe une fois. Asseyez-vous, monsieur Rose, dit-elle sèchement. Ou je vous condamnerai pour outrage. Mon père se rassoit. Son avocat tente de le calmer en posant une main sur son bras. Il la repousse. Arthur jette un regard vers moi depuis la barre. Il ne sourit pas. Il n'en a pas besoin. Ses yeux disent la seule chose qui compte. Je suis là. J'ai perdu ma fille une fois à cause du système, dit Arthur doucement.
Je ne perdrai pas ma petite fille au profit de la même famille qui a volé la paix de mon enfant. La greffière s'arrête, puis continue de taper. La juge Moreau écrit quelque chose dans ses notes. Son stylo bouge lentement, régulièrement, le genre de mouvement qui précède une décision. L'audience est suspendue pour 15 minutes, annonce-t-elle. La galerie s'agite. Les gens se lèvent, chuchotent, évitent de regarder mon père. Je sors dans le couloir. Claudia revoit ses notes près du mur. Arthur parle tranquillement avec l'officier de liaison du FBI près de la fontaine à eau. Puis j'entends des pas derrière moi, rapides, déterminés. Rowena. Je me tourne. Vanessa se tient à 1 mètre. Ses yeux sont rouges, ses mains crispées sur ses côtés. Pour la première fois depuis des années, elle ne tient pas son téléphone. Je veux témoigner, dit-elle. Claudia lève les yeux. Je regarde ma sœur, cherchant sur son visage la manipulation, la stratégie, la mise en scène. Je n'en trouve rien. Ce que je vois à la place, c'est quelqu'un qui vient de regarder le sol s'effondrer sous la seule histoire qu'elle ait jamais crue à propos de notre famille. J'acquiesce. 10 minutes plus tard, Vanessa Rose prend place à la barre des témoins. Les avocats de mon père s'y opposent immédiatement. Le témoin est bénéficiaire du testament contesté, argumente rapidement l'un des avocats de mon père. Son témoignage est compromis. La juge Patricia Moreau lève à peine les yeux. Le témoin témoigne volontairement contre son propre intérêt financier, répond-elle. Elle marque une pause. Vanessa agrippe le bord de la barre. Elle ne regarde pas nos parents. Elle regarde directement la juge. Je savais que le testament avait été modifié, dit-elle. Sa voix tremble, mais elle continue de parler. Je ne savais pas exactement comment cela avait été fait, mais je savais que grand-mère n'aurait jamais laissé Rowena avec une maison brisée. Elle aimait Rowena plus que quiconque d'entre nous. Un son étouffé parcourt la galerie. L'une de mes tantes appuie plus fort sa main contre sa bouche. Vanessa déglutit. Papa m'a dit de me taire. Maman a dit que c'était pour la famille. Je les ai crus parce que c'était plus facile que de croire que je faisais partie de quelque chose de mal. Elle prend une lente inspiration. Papa me l'a dit alors que grand-mère était encore en vie. Il a dit, quand elle mourra, tout nous reviendra, pas à Rowena. Elle n'est pas faite pour ça. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai accepté ce qu'on me donnait parce que c'est ainsi que j'ai été élevé. Puis enfin, elle se tourne non pas vers nos parents, mais vers moi. Je ne te demande pas de me pardonner, Rowena, dit-elle doucement. Je dis la vérité parce que grand-mère le méritait et parce que tu es plus courageuse que je ne le serai jamais. La salle d'audience tombe dans le silence. Le visage de mon père est figé, vidé de toute couleur. Le menton de ma mère tremble. Elle cherche le visage de Vanessa, implorant silencieusement quelque chose. Mais Vanessa s'est déjà détournée. Les avocats de mon père se penchent l'un vers l'autre. Aucun d'eux ne parle. La juge Moreau écrit une brève note. Puis elle regarde vers la table de la défense. L'intimé souhaite-t-il appeler des témoins? L'avocat principal de mon père se lève, marque une pause, puis se rassoit lentement. Non, votre honneur. Le marteau frappe une fois. Nous allons procéder au jugement. Vanessa avait dit quelque chose à la barre. J'étais la préférée. Mais être la préférée dans cette famille signifiait être la complice la plus utile. Ces mots flottent dans l'air comme la poussière après qu'un mur a été abattu. La juge Moreau prend 11 minutes. Puis elle revient à son siège. Elle ajuste ses lunettes et lit une déclaration préparée. Sa voix est calme, mesurée et absolument impitoyable. Ce tribunal conclut ce qui suit. Premièrement, le document déposé par Samuel Pierce est présenté comme le dernier testament d'Eleanor Whittaker est frauduleux. Il est par la présente déclaré nul. À l'autre bout de la pièce, l'avocat de mon père ferme les yeux. Deuxièmement, le testament manuscrit récupéré à la propriété de Birch Hollow daté du 14 mars est dûment attesté et notarié et reconnu comme le seul testament valide de la défunte. Je sens la main de Claudia presser doucement mon avant-bras. Ferme. Troisièmement, Victor Rose est placé en détention fédérale pour des accusations de falsification, de fraude bancaire et d'abus financiers envers une personne âgée. La caution sera déterminée lors de la mise en accusation. 2 marshals américains s'avancent.
Mon père se lève lentement. Sa bouche s'ouvre, mais rien ne sort. Quatrièmement, Monica Rose est placée en détention pour des accusations de complot en vue de commettre une fraude et de dépôt d'une demande de mise sous tutelle frauduleuse. L'audience pour la caution suivra. Ma mère a un hoquet et porte la main à sa poitrine. Elle se tourne vers moi. Rowana, comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Je ne me retourne pas. Mes yeux restent fixés sur la juge. Cinquièmement, Samuel Pierce est accusé de complicité de falsification de documents juridiques. Sa licence pour pratiquer le droit est suspendue immédiatement en attendant la procédure de radiation formelle. Pierce reste figé. La couleur a complètement quitté son visage. Sixièmement, tous les actifs contenus dans le trust de la famille Whittaker doivent être restitués et distribués conformément au testament valide. Septièmement, le juge Martin Kern du tribunal des successions de Westchester est renvoyé devant le conseil de révision judiciaire pour enquête sur une faute judiciaire professionnelle. Le marteau tombe une dernière fois à finale. Les marshals se déplacent vers la table de la défense. Des menottes cliquent autour des poignets de mon père. Le son est petit, métallique, précis. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il me regarde directement. Il ne reste plus de colère dans son expression, seulement la reconnaissance vide d'un homme qui est à court de coups à jouer. Ma mère parle encore au marshal, à la salle, à quiconque veut l'écouter. Personne ne le fait. Arthur pose doucement une main sur mon épaule. Je la couvre de la mienne. Aucun de nous ne dit rien. Alors que nous sortons de la salle d'audience, une pensée ne cesse de tourner dans mon esprit. Ma grand-mère était assise seule dans sa maison, entourée de gens qui la volaient, et au lieu de se rendre, elle a construit un dossier en béton. Elle l'a scellé à l'intérieur d'un mur et m'a fait confiance pour le trouver. Elle ne pouvait pas les combattre de son vivant, alors elle s'est assurée que je pourrais les combattre après son départ. Debout sur les marches du tribunal, j'ai réalisé autre chose. Elle savait que le système résisterait. Elle savait qu'ils essaieraient d'enterrer la vérité. Alors, elle a transformé une vieille maison croulante en la seule chose qu'ils ne pourraient jamais cacher. Si vous entendez ceci et que quelqu'un vous fait douter de ce que vous savez être vrai, ce n'est pas de la confusion. C'est du contrôle. Et vous ne devez pas de silence aux gens qui en profitent. Qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires. Arthur se tient à mes côtés sur les marches du tribunal. Le soleil est bas. L'air porte ce froid vif du début de soirée. Il glisse ses deux mains dans les poches de son manteau et regarde le ciel. Elle aurait détesté la salle d'audience, dit-il doucement. Puis il sourit légèrement. Mais elle aurait adoré la fin. Je ne me sens pas victorieuse. Ce que je ressens, c'est le poids d'une vérité qui n'aurait jamais dû être enterrée. En 48 heures, l'histoire se répand partout. Le comté de Westchester y prête soudainement attention. Le Register publie un article de suivi. Cette fois, il ne ressemble pas à un communiqué de presse soigneusement orchestré. Cette fois, le titre dit « Un homme d'affaires local arrêté pour fraude fiduciaire ». Un testament falsifié annulé en tribunal fédéral. La déclaration de mon père sur les marches du tribunal, « Nous sommes confiants que la vérité éclatera aujourd'hui », apparaît à nouveau dans le 3e paragraphe. Elle se lit très différemment maintenant. La page Facebook de Monica devient silencieuse. Les commentaires sous son dernier post, la photo de Noël avec les pulls assortis, celle demandant aux gens de prier pour la famille tournent rapidement. Tu as menti à tout le monde. Tu devrais avoir honte. Dès jeudi, le compte entier disparaît. Des gens qui évitaient mon regard à l'enterrement appellent soudainement avec une chaleur qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Je laisse la plupart de ces appels aller sur la messagerie vocale. Pas parce que je suis amer, je n'ai tout simplement pas l'énergie de porter leur culpabilité en plus de la mienne. Béatrice Langford appelle la première. Et pour Béatrice, je réponds. Elle ne pleure presque jamais, mais aujourd'hui elle le fait. Eleanor serait si fière de toi, ma chérie, dit-elle doucement. Si fière. Au cours des semaines suivantes, Claudia Bennett me tient au courant du déroulement des peines. Victor accepte un accord de plaidoyer, 8 ans dans une prison fédérale. Monica reçoit 4 ans. Samuel Pierce en reçoit 3 avec une radiation permanente. Le juge Kern démissionne du banc avant que la révision judiciaire ne termine son enquête. Le Westchester Country Club révoque son adhésion à un petit détail, mais que ma grand-mère aurait discrètement apprécié.
Vanessa appelle une fois. Elle ne demande rien. Je quitte la maison de maman et papa, dit-elle. Je vends la maison de Scarsdale, celle qui était censée être à toi. L'argent te revient. Je ferme les yeux un instant. Garde de quoi recommencer à zéro, lui dis-je. C'est ce que grand-mère voudrait. Il y a un long silence. Je ne mérite pas encore le pardon, dit-elle finalement. Mais je veux le mériter un jour. Je ne lui dis pas qu'elle est pardonnée. Ce ne serait pas honnête. Au lieu de cela, je dis la seule chose vraie que je puisse, alors commence par là. Elle raccroche. Je pose le téléphone et regarde autour de moi la maison de Birch Hollow. Moitié neuve, moitié ancienne. Des murs s'élèvent là où d'anciens s'étaient effondrés. L'équipe de Patrick ponce la rampe du nouvel escalier. La maison devient lentement ce qu'elle a toujours été censée être. Moi aussi. Arthur m'invite à visiter son appartement à Stanford, un petit 3 pièces au 2e étage près du port. Modeste, propre, calme. Mais quand j'entre à l'intérieur, je m'arrête net. Les murs sont couverts de photographies pas encadrées soigneusement, juste épinglées et scotchées sur le plâtre en couches successives. Ma grand-mère tout petit, en noir et blanc. Eleanor a 18 ans, riant devant un restaurant. Eleanor a 40 ans, l'année où elle l'a retrouvée, debout dans un parc avec les yeux clos, la lumière du soleil sur son visage. Et puis moi, ma pièce de théâtre au lycée. Je suis à peine visible derrière une barrière en carton jouant un arbre d'arrière-plan. Mais j'y suis. Et son appareil photo était là. Ma remise de diplôme à l'université. La photo prise de l'autre côté de la rue à travers la foule. Légèrement floue, mais c'est indubitablement moi. Mon premier jour à l'association, portant un carton devant la porte d'entrée, souriant à quelqu'un hors champ. Il était là à chaque fois. Eleanor m'envoyait les photos de près, dit Arthur doucement, posant 2 tasses de café sur le comptoir. Je gardais celle de loin pour me rappeler d'être patient. Je prends la photographie de ma grand-mère dans le parc. Elle t'a trouvé, dis-je. Elle t'a trouvé et ne l'a jamais dit à personne. Arthur s'assoit près de la fenêtre. Elle l'a dit à Béatrice, dit-il. Et elle l'a dit au mur de cette maison. Puis il ajoute doucement, elle faisait plus confiance aux choses qu'aux gens. Le papier, le métal, la brique et les choses ne mentent pas. Nous restons assis tranquillement pendant un moment. Pas le genre de silence inconfortable, celui qui vient quand 2 personnes réalisent qu'elles ont cherché la même chose toute leur vie et l'ont enfin trouvée. J'ai un peu plus de 90 ans, dit Arthur après un moment. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais quel que soit le temps dont je dispose, il me regarde, il est à toi. Je pose ma tasse. Quand la maison de Birch Hollow sera finie, dis-je, viens vivre là-bas. Il me regarde, les yeux s'embuant. Eleanor disait toujours que cette maison serait à nouveau pleine un jour. Je fouille dans mon sac et sors la petite boîte en bois que Béatrice m'a donnée. Je la pose sur la table. Elle t'a laissé quelque chose, aussi. Arthur l'ouvre. À l'intérieur, sous la photographie étiquetée M&M 1974, il y a un autre morceau de papier plié. Il le lit en silence. Sa main tremble légèrement. Il ne me dit pas ce qu'il contient. Je ne demande pas. Mais quand il lève les yeux, quelque chose sur son visage a changé. Quelque chose de paisible s'y est installé, comme une porte qui se ferme doucement après être restée ouverte pendant des années. J'ai écrit 28 lettres, dit-il. Une pour chaque anniversaire que j'ai manqué. Il va vers le placard et rapporte une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvent 28 enveloppes, chacune scellée, chacune datée. Je prends la boîte et la serre contre ma poitrine. Dehors, le port reflète la lumière déclinante. À l'intérieur, les photographies maintiennent les murs debout. La lettre de Monica arrive 3 semaines plus tard. Manuscrite, 3 pages. L'enveloppe sent le parfum au gardénia qu'elle porte depuis 30 ans. Je l'ouvre à la table de la cuisine de Birch Hollow, la lumière du matin se déversant par les nouvelles fenêtres. Elle écrit, « Rowena, je sais que tu ne me croiras pas, mais j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais peur. » Elle écrit sur sa vie sous le contrôle de Victor pendant des décennies sur l'argent, les décisions, les avocats. Elle dit qu'elle l'a suivi parce qu'elle ne voyait pas d'autre issue. Elle écrit sur son enfance, sur l'apprentissage que le silence était la survie,
sur la façon dont la survie s'est lentement transformée en habitude, et l'habitude en identité. Elle écrit qu'elle aimait ma grand-mère, mais qu'elle avait peur de la façon dont Eleanor la regardait. Elle voyait exactement qui j'étais, écrit-elle, et je ne pouvais pas le supporter. La dernière page est une excuse, et cette fois, que ce soit trop tard ou non, cela ressemble à une vraie. Je suis désolé d'avoir utilisé ta thérapie contre toi. Je suis désolé d'avoir signé cette pétition. Je suis désolé pour le post Facebook, pour la photo de Noël, et pour la façon dont j'ai prononcé ton nom au tribunal. Je suis désolé pour tout ce dont je me suis convaincu que c'était de l'amour, mais qui n'en était pas. Je lis la lettre 2 fois, puis je la pose. Je crois une partie de ce qu'elle dit. Monica avait probablement peur de Victor. Cette partie est vraisemblablement vraie. Mais Monica a aussi conçu l'architecture émotionnelle de presque chaque manipulation de cette histoire. Elle a choisi qui appeler. Elle a choisi quoi poster. Elle a choisi de transformer en arme la confiance que je lui accordais. La peur peut expliquer ses choix. Elle ne les excuse pas. Je réponds sur une seule page. Maman, j'ai lu ta lettre. Je crois que tu avais peur. Mais la peur ne justifie pas ce que tu as fait à grand-mère ou à moi. Je ne suis plus en colère. Je suis simplement arrivé au bout. Je te souhaite le meilleur, mais nous n'aurons plus de relation à l'avenir. Cette limite est permanente. Je me pardonne d'avoir attendu si longtemps pour m'en aller. Je ne te dois rien au-delà de cela. Je scelle l'enveloppe, l'adresse à l'établissement fédéral de Danbury, puis je marche jusqu'à la boîte aux lettres au bout de Birch Hollow Road et je l'y glisse. Je n'attends pas de réponse. Sur le chemin du retour, Patrick O'Connor se tient sur le porche. Il installe la dernière section de la rampe. Cèdre, poncé à la main, teinté pour correspondre au bois d'origine. Il lève les yeux et hoche la tête. Ça a de l'allure, chef. Je souris à un petit sourire, mais réel. Le premier sourire depuis longtemps qui ne m'ait rien coûté. Les arbres le long de Birch Hollow commencent à changer de couleur. Orange sur les bords, or en dessous. Le genre de beauté qui n'apparaît qu'après que quelque chose a décidé de lâcher prise. 6 mois après le procès, la maison au 14 Birch Hollow Road est terminée. Nouveau parquet en chêne blanc, la même essence utilisée ici en 1948. Mur de plâtre frais, fenêtres qui s'ouvrent facilement au lieu de résister, une cuisine avec une cuisinière à gaz, une crédence en carreaux de céramique, et un crochet près de la porte où pend désormais l'ancien livre d'or de grand-mère. Des pages blanches qui attendent. L'équipe de Patrick travaille le dernier jour dans une concentration silencieuse, comme le font les gens quand ils savent qu'ils ont construit quelque chose d'important. Patrick lui-même installe la dernière plainte dans le salon, la même pièce où se trouvait autrefois le faux mur. Il passe une main sur le bois fini, puis se lève et brosse la poussière de ses genoux. 22 ans dans la construction, dit-il. Celle-là, je m'en souviendrai. Cet après-midi-là, j'accroche les photographies. D'abord, l'original, ma grand-mère Eleanor, jeune, tenant un bébé, se tenant fièrement devant cette maison quand elle était encore entière et blanche. Je la place exactement là où se trouvait le faux mur. À côté, la photo de 1974, M&M, Eleanor et Michael se tenant bras dessus bras dessous avant que la vie ne les sépare. À côté de cela, une nouvelle photo prise la semaine dernière, Arthur et moi sur le porche terminé, Patrick derrière nous avec les deux mains sur nos épaules, riant de quelque chose que quelqu'un a dit hors champ. Arthur emménage un samedi. Il apporte une valise et la boîte à chaussures de lettres. Il prend la chambre du rez-de-chaussée, celle qui donne sur le jardin que ma grand-mère a planté il y a des décennies. Les buissons de roses avaient été taillés, maintenant, ils fleurissent déjà à nouveau. Son premier matin, je le trouve assis sur le porche, un café à la main, exactement sur la chaise où Eleanor avait l'habitude de s'asseoir. Il ne dit rien, regarde simplement le jardin. Le silence semble confortable, complet. Cet après-midi-là, Claudia Bennett appelle pour les dernières mises à jour juridiques. Victor, 8 ans de prison fédérale. Monica, 4 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans. Samuel Pierce, 3 ans et radiation permanente. Démission forcée, pension en cours de révision. Le trust est entièrement restauré. La vente de la maison de Scarsdale se conclut le mois prochain. Vanessa a gardé assez pour louer un petit studio à New Haven et s'inscrire dans un programme de conseil. Le reste de l'argent a été restitué.
Total récupéré, un peu plus de 1,9 million de dollars. Je ne fixe pas le chiffre longtemps. L'argent n'a jamais été le but. Le but était la vérité. Et la vérité est assise sur mon porche en buvant du café pendant que les rosiers poussent. Je t'avais dit que la maison valait la peine d'être sauvée, dit Patrick en se dirigeant vers son camion avec sa boîte à outils. Il fallait juste quelqu'un à qui cela tenait assez à cœur. Je me tiens sur le seuil et le regarde partir. Derrière moi, la maison est chaleureuse, calme, pleine de lumière. 1 an plus tard, je me tiens sur un trottoir fraîchement coulé à côté du terrain voisin de Birch Hollow. Devant moi se trouve une ferme rénovée. Au-dessus de l'entrée pend une enseigne en bois, Centre communautaire Eleanor Whitfield. Le bâtiment était autrefois une vieille grange de stockage. L'équipe de Patrick l'a évidé et a tout reconstruit. Maintenant, il est vivant, 3 salles de conseil, un petit bureau d'aide juridique, une salle de réunion avec des chaises pliantes, et une machine à café donné qui ne fonctionne qu'une fois sur 2. La mission est simple, un soutien juridique gratuit pour les personnes confrontées à l'abus financier au sein de leur propre famille. Des groupes de soutien pour les adultes qui reconstruisent leur vie après une rupture familiale. Un mentorat pour les jeunes femmes qui apprennent à naviguer dans des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour elles. Je n'ai pas construit cela pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai construit parce que je sais ce qu'on ressent quand on tient la vérité entre ses mains alors que personne n'est prêt à écouter. La cérémonie d'ouverture est modeste, environ 60 personnes, des voisins, d'anciens collègues, quelques clients de mon ancienne association. Patrick et 2 membres de son équipe se tiennent au fond, les bras croisés, clignant des yeux avec méfiance. Béatrice coupe le ruban. Ses mains tremblent. Elle en rit. Eleanor aurait fait ça plus vite, dit-elle. La foule rit avec elle. Claudia se tient tranquillement près de la porte. Elle croise mon regard et me fait un petit signe de tête, du genre qui dit « ça en valait la peine ». Arthur se tient à mes côtés. Il ne parle pas pendant la cérémonie. Il n'en a pas besoin. Quand je monte au petit pupitre, il pose une main sur le dossier de ma chaise, comme le fait un père lors d'une remise de diplôme. Mon discours est court. Ma grand-mère a caché la vérité à l'intérieur d'un mur parce qu'elle n'avait pas d'endroit sûr pour la dire à haute voix, dis-je à la foule. Ce centre existe pour que plus personne n'ait jamais à cacher la vérité. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est pour s'assurer que la vérité est toujours un endroit où se tenir debout. Après la cérémonie, je remarque quelque chose, un petit bouquet de roses blanches posé à côté de l'entrée. Pas de carte, mais je sais qui les a envoyées. Vanessa. Je laisse les fleurs exactement là où elles sont, juste au seuil. Pas tout à fait à l'intérieur, pas encore, mais présentes. Arthur reste dehors longtemps après que tous les autres sont entrés pour le café. Il se tient devant l'enseigne en bois, lisant le nom Eleanor Whitfield. Lentement, il lève la main et touche les lettres du bout des doigts. Il ne dit pas un mot. Certaines choses n'ont pas besoin de mots, elles ont juste besoin d'un endroit pour exister. Ce soir-là, après que le dernier invité est parti et que la machine à café a finalement rendu l'âme pour la journée, je m'assois sur le porche du 14 Birch Hollow Road. Arthur s'assoit à côté de moi, 2 tasses de déca entre nous. Le ciel devient ambre et indigo sur les bords, et quelque part dans le jardin, les premières lucioles de la saison commencent à s'animer. Elle aurait adoré ça, dit Arthur doucement. Elle l'avait prévu, je réponds. Nous ne sommes qu'arrivés. Il rit doucement d'un son fatigué et doux, le son d'un homme qui a attendu 70 ans pour s'asseoir sur ce porche. Je baisse les yeux vers mon poignet. Le bracelet en argent accroche le dernier rayon de soleil. Mince, terni, ordinaire. Si vous ne saviez pas ce qui est gravé à l'intérieur, vous ne remarqueriez jamais rien de spécial. Monica l'a un jour qualifié de bijou de pacotille. Elle n'avait pas entièrement tort. C'était un costume, un déguisement. Pendant 40 ans, il a porté un secret à la vue de tous. Le bracelet contenait un code. Le code ouvrait une boîte. La boîte révélait la vérité. Et la vérité m'a soutenu quand rien d'autre ne le pouvait. L'histoire que j'ai partagée n'est pas vraiment celle d'un procès gagné ou d'argent récupéré. C'est quelque chose de plus profond, le courage de faire confiance à ce que vous savez être vrai, même quand les personnes les plus proches de vous essaient de réécrire votre réalité. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille signifiait la loyauté à tout prix, le silence au nom de la paix, et l'acceptation de n'importe quel rôle qui m'était assigné.
Mais la vérité m'a appris autre chose. La vraie famille ne se définit pas par le sang ou les noms partagés. Elle se définit par les personnes qui se tiennent à vos côtés quand se tenir à vos côtés est difficile. Parfois, l'étape la plus difficile n'est pas de combattre les autres, c'est de se donner la permission de s'éloigner de ce qui vous fait du mal. Les limites ne sont pas de la cruauté. La vérité n'est pas une trahison. Et choisir sa dignité n'est pas égoïste. Si cette histoire vous laisse avec quelque chose, que ce soit ceci, quand vous tenez la vérité avec des mains fermes, elle vous portera plus loin que la peur ne le pourra jamais. Si cette histoire vous a touché, même de façon modeste, j'apprécierais vraiment votre soutien. S'il vous plaît, prenez un moment pour aimer la vidéo car cela aide cette histoire à atteindre des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Si vous avez déjà affronté quelque chose de similaire, conflit familial, trahison, ou le courage qu'il faut pour défendre la vérité, partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si vous pensez que plus de gens devraient entendre des histoires sur la résilience, la vérité et la force trouvée dans les moments difficiles, s'il vous plaît partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. Il y a beaucoup d'autres parcours puissants à venir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la toute fin. Votre temps, votre soutien et votre voix comptent vraiment plus que vous.